Alors, on reste toujours avec ces moments magiques. On va tout de suite partager comment ça s'est passé, cette question de la tombée perpendiculaire du Soleil qui s'est produite donc cette année, hier, 21 juin, et avec ses particularités, et aussi comment elle a été partagée par le monde entier, la communauté scientifique archéologique sur le plan international, la communauté française qui s'intéresse de près, allemande, suisse, et toutes les, bien sûr, tous ceux qui s'intéressent de près à l'égyptologie. Et nous avons le plaisir, pour parler de tout ça, nous avons le plaisir d'avoir Simon Sayer, notre expert en tourisme et aussi le chercheur en archéologie. Bonjour, Monsieur Sayer. Alors, vous me recevez? Oui, oui, bonjour. Bonjour. Premièrement, joyeuse fête, parce que là, ce jour du solstice, pour nous, équivaut au passage de l'été, au passage à la saison estivale. Alors, l'Égypte ancienne, l'Égypte moderne, aujourd'hui, à quel point cet événement phare reste un moment magique pour la planète entière et aussi pour les jeunes générations égyptiennes? Alors, aujourd'hui, on est en train de reprendre de nouveau pour bien placer ce jour dans notre calendrier. Vu que dans le temps de nos ancêtres, il a été très bien respecté, comme il a été toujours attaché à un astre, c'est l'astre Sirius dans les cieux. À chaque fois qu'il nous donne le signe de son apparition, on repère très bien l'arrivée de la crue du Nil, qui serait très bientôt, avec laquelle on démarre un nouveau calendrier. C'est le calendrier nilique, qui est un calendrier qui s'est développé à l'époque romaine pour qu'il soit un calendrier solaire, aussi bien qui a été copié par d'autres civilisations pour qu'il soit un calendrier lunisolaire. De là que ce jour-là, qui nous donne la journée la plus longue de l'année, il a été une journée célébrée dans les temples égyptiens, aussi bien que dans le calendrier nilique. Aujourd'hui, il est célébré différemment pour démarrer la saison d'été, mais dans le temps, on ne démarrait pas la saison d'été le 21 juin. On avait 2 mois d'été qui étaient les mois à partir de 8 juin jusqu'au 8 août. Vu que le calendrier égyptien il était divisé en 3 saisons et non pas 4, et les saisons anciennes, si on les ajuste avec le calendrier actuel, ça démarre le 8 de chaque mois. Oui, alors le symbolisme, avant de persévérer, le symbolisme justement de ce calendrier égyptien antique, il avait donc, il était sacré, il voulait beaucoup dire pour les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on peut se rappeler, se remémorer par rapport à ces axes, à ces messages lancés de par le temps, de par les millénaires? Exactement. Alors le calendrier égyptien est un calendrier exceptionnel dans l'histoire des calendriers. Qui veut dire, expliquez à nos auditeurs, à nos spectateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est la racine de tous les calendriers qui sont ajustés sur la vérité du corps humain et de la rotation de la planète Terre. Car c'est un calendrier qui nous donne exactement, jusqu'aujourd'hui, le vrai temps. C'est le calendrier qui nous donne la bonne rotation climatique et qui s'ajuste à la rotation de la Terre qui n'est pas ajustée jusqu'aujourd'hui sur le calendrier grégorien. Aujourd'hui, sur le calendrier grégorien, on a un jour d'écart à tous les 2000 ans, mais les autres écarts ont été ajustés. Par contre, vu que le calendrier égyptien suivait l'apparition des astres elles-mêmes et suivit la rotation à travers les rayons du soleil ajustés dans les temples par le calcul parfait qui est donné par le ciel, et d'ici qu'il y en avait un ajustement automatique et un ajustement à tous les 4 ans. Donc il y a 0 écart, si je comprends bien. Il y a 0 écart. Exactement. Voilà, justement, c'est ce qui fait qu'il y a la précision que le soleil illumine les temples au même jour de l'année avec une précision infime. Alors, l'Égyptien, infini, je veux dire. Exactement. L'Égyptien, il calculait en premier d'une façon astronomique le jour de l'arrivée de ces rayons dans ce jour exceptionnel qui est la journée la plus longue de l'année. Ensuite, vu l'endroit où le soleil va se placer, il plaçait la statue en second et non pas en premier. Et de là qu'on faisait
l'ouverture dans le plafond du temple pour éclairer le visage le jour de la fête de ce Dieu. C'est-à-dire que l'ajustement se fait par un calcul pour l'apparition de ce rayon sur le temple et non pas l'inverse. Aujourd'hui, nous, quand on fait le calcul, on a la date, on place le produit au bon endroit. Mais dans le temps, non, on regarde où le soleil se place et ensuite on place notre statue. Alors, du moment que vous parlez de cette question de calcul et de précision du calcul, il s'agira donc de parler de la connaissance de l'Égyptien, de l'Égypte antique. D'où provient cette connaissance, étant donné bien sûr que c'est un sujet qui a été longuement débattu, surtout par les archéologues, je veux dire, de toute communauté partagée. D'ailleurs, par exemple, il y a la ILIFAO, qui est l'Institut français d'archéologie orientale, qui fête justement son 142e année de coopération avec un livre qui est paru, un ouvrage qui retrace l'ensemble de la collaboration franco-égyptienne en matière d'archéologie, 142 ans de travail. Le livre s'intitule, l'ouvrage s'appelle Archéologie française en Égypte. Alors, pour parler de connaissances, d'où viennent ces connaissances? Oui, les connaissances à l'Égypte ancienne étaient basées sur la recherche scientifique et les connaissances locaux. C'est-à-dire, chaque fois qu'on avait une info qui se repère par quelqu'un, elle remonte automatiquement pour le temple, car dans les temples, on avait les écoles ordinaires et les écoles avancées. Ça veut dire les spécialistes et la connaissance des mathématiques avec l'écriture, lecture et écriture. Avec l'astrologie peut-être aussi, l'astrologie, la cosmologie, la chirologie. Exactement. Donc, les sciences numériques. Tout cela, c'était des spécialités qui ne sont pas présentes dans tous les temples. On concentre les efforts pour les spécialités dans des endroits spécifiques. Par exemple, pour la médecine, on avait une grande école dans la zone du delta, dans la zone de Memphis. Aussi bien qu'on avait une autre dans la Haute-Égypte, vers le temple de Karnak. On avait des spécialistes. Et chaque fois qu'on avait quelqu'un qui avance dans le domaine, chaque fois qu'il veut faire une recherche ou une découverte ou présenter un nouveau produit pharmaceutique, il doit être de retour pour ce temple-là, être avec les prêtres chercheurs, les prêtres scientifiques, pour déclarer ses connaissances, les tester et ensuite les présenter aux jeunes médecins qui font la formation dans ce temple-là. Voilà, c'est très bien dit. D'ailleurs, j'attire votre attention sur cette question. Qu'est-ce qui reste de ce savoir? Justement pour les générations futures. Aujourd'hui, quand on a découvert un papyrus médical qui représente les connaissances égyptiennes dans le domaine et il est exposé dans le musée du Terrain en Italie. C'est un papyrus qui se considère... Qu'est-ce qu'il dit le papyrus, Monsieur Sayer? Alors, ce papyrus, en premier, il déclare les maladies de l'Égypte ancienne. Et en second, il déclare le produit pharmaceutique et sa composition pour la guérison. En troisième, il marque le dosage jour par jour et l'évolution du malade par rapport aux produits donnés. Ça, c'est les antibiotiques là, de l'époque, là. Voilà, on donnait les médicaments nécessaires, mais comme un vrai antibiotique, on avait bien sûr l'oignon et l'ail, et ces produits qui ont été utilisés pour aider aux maladies non guérissables par les compositions médicales. Quelles étaient les maladies, vous qui êtes chercheur en matière d'archéologie, quelles étaient les maladies les plus en vogue dans la période de l'Égypte ancienne? Les plus connues, c'était les brûlures de peau, c'était les problèmes de bronchite et de respiration, et c'était les problèmes du mal des dents. Alors, pour le mal des dents, on avait une sorte de crème qu'on plaçait pour diminuer le sentiment de douleur. Et pour les brûlures de peau, on avait aussi une composition qui se fait par des herbes médicinales. Et pour les bronchites, on avait des tisanes qui se donnent. Aussi bien qu'on donnait à ce qui équivaut aujourd'hui au cachet, ça veut dire une composition des poudres qui viennent des racines et des fleurs égyptiennes, pour guérir tous les autres problèmes par rapport, par exemple, au mot d'estomac. C'est une maladie très répandue à l'époque.
Oui, c'est très bien dit là, parce on a quand même peu de connaissances, nous, au niveau de la culture populaire, de genre de maladies qui étaient à l'époque. Et bien sûr, il y a, comme vous avez dit, des antalgiques, des antibiotiques, etc. Pour retourner à ce phénomène extraordinaire qui est sacré pour les Égyptiens, qui serait leur relation, leur dimension, comment dirais-je, sacrée avec le soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il, si on se rappelle, si on parle aujourd'hui aux générations, aux nouvelles générations, qu'est-ce qu'on leur dit sur cette question du sacré? Le soleil, il était vu dans le temps 1000 fois mieux qu'aujourd'hui, d'une façon plus réelle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a en Occident et un peu dans le monde entier les adorateurs du soleil. L'Égyptien n'était pas un adorateur du soleil, il adorait le créateur du soleil. Et c'est là la différence. Aujourd'hui, on essaie de prouver que l'Égyptien priait le soleil comme Akhenaton. Mais non, il priait le créateur du Dieu. Oui. Il adorait le créateur du soleil et non pas la créature. Vous parlez d'Aton, n'est-ce pas? Aton, qui était une pratique religieuse de l'époque. Il adorait. Aton, ça c'est le créateur, et Ra, ça c'est la créature. Et c'est là la différence entre l'Égypte, à l'Égypte ancienne, et les gens d'aujourd'hui, et leur point de vue à propos de l'ancien. Oui, comme les Aztèques, par exemple, c'est une autre conception. Pardon? C'est une autre conception, par exemple, différente de celle des Aztèques, par exemple, dans leur relation aussi aux divinités et du soleil en particulier. Alors, nous, on donnait pour chaque qualité un dieu qui s'en occupe de laquelle, comme pour le vent, comme pour le Nil, comme pour la beauté. Chaque élément, il avait un dieu, mais l'Égyptien a toujours dit que ce dieu est une créature du créateur. Oui. Alors, il y a une différence entre la relation égyptienne, la relation de l'Égyptien avec les dieux et le créateur. On avait oui, bien sûr, c'est le premier peuple qui a parlé de l'unicité de Dieu. Mais pour revenir à cet événement, on veut le réaliser, Made, en 2022. Quels sont, sur le plan touristique, comment la question est célébrée? Quels sont les efforts déployés? On a ici le président de l'association égyptienne pour le développement touristique archéologique, Ayman Abouzid, qui a déclaré qu'il y avait beaucoup de manifestations culturelles et artistiques qui accompagnent ce moment sacré. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce qui a été fait? Bien sûr, bien sûr. C'est que l'Égypte, elle a toujours manqué de faire une mise en valeur de ces manifestations et de ces événements qui s'effectuent dans le pays. Par contre, quand vous voyagez en Europe, la moindre des choses, elle a une mise en valeur, une place très élevée et qui ne vaut rien par rapport à ce que nous on possède et on présente. Mais nous, on n'a jamais donné de cette importance. Et aujourd'hui, on la donne, cette importance, à nos sujets. Alors, par exemple, l'événement de l'apparition des rayons du soleil d'une façon qui éclaire le visage des dieux dans les temples, il y a une mise en valeur. On la déclare, on la célèbre et on fait une festivité et les gens viennent voir cet événement. Cette mise en valeur va rapporter du tourisme, va rapporter la clientèle qui désire ce sujet et qui ne savait pas son existence. Et de permettez-moi de vous dire que vous avez illuminé le ciel de ce plateau aujourd'hui, Simone Saïr, avec ces informations de plus en plus, comment dirais-je, belles et qui immortalisent l'esprit de l'immortalité de la culture égyptienne, la culture aussi pharaonique, qui reste une des plus, comment dirais-je, les plus séduisantes et les plus énigmatiques. Merci Simone Saïr, vous êtes expert en tourisme, vous êtes un chercheur en archéologie. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Aujourd'hui est un jour radieux. Certes que l'événement s'est passé hier, mais on reste toujours dans la psychogénèse de ce peuple, de son grand peuple, en disant que nous avons des moments uniques dans le monde. Nous sommes une population, un peuple
qui a ses racines ancrées dans l'histoire, un peuple éternel, comme avait dit un ex-ambassadeur de Russie aussi en République arabe d'Égypte. Il a parlé l'Égypte, le peuple d'Égypte est un peuple éternel. Nous sommes ce peuple éternel et on garde jusqu'à maintenant et jusqu'au futur lointain des événements qui sont rien qu'à nous, qui sont affichés dans le top des informations de l'actualité internationale. Merci à vous. Dans quelques instants, juste c'est la suite de nos programmes et demain, une nouvelle édition avec un autre de nos collègues et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.